Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être au sujet du plan d'investissement systématique. Alors on va un petit peu sortir du terrain du trading et des terminologies un peu techniques. On va rentrer un petit peu dans quelque chose de plus général qui s'adresse un peu plus à tout le monde parce qu'on va parler d'investissement en général. Donc avant de commencer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est un plan d'investissement systématique? Alors comme son nom l'indique, c'est un plan d'investissement mais de manière systématique. Ce qu'on entend par le mot systématique, c'est qu'on va déposer la même somme d'argent pendant la même période de temps. Donc admettons, vous décidez de déposer par exemple 100 dollars à chaque semaine pendant un an, 2 ans ou à chaque année. Donc vous déterminez le même montant pendant la même période de temps. Donc bien évidemment, dans la période de temps, ça peut être à la semaine, ça peut être aux 2 semaines, ça peut être au mois, ça peut être au trimestre ou peut-être même au semestre. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est pas du market timing. Donc là, on n'est pas là à réfléchir, ah ben là, je suis sur le point bas, ah ben là, je sais pas si c'est le point haut, ah ben là, je suis pas sûre que c'est le point haut, et puis finalement, ça a cassé le point haut, et puis voilà. Il n'y a pas tout ce genre de questions, en fait, qu'on se pose, c'est vraiment quelque chose de plus passif, et en fait, un coup, vous allez certainement acheter les points bas, un coup, vous allez certainement acheter des points hauts, un coup, vous allez certainement acheter le point du milieu. En fait, c'est pas forcément du trading le trading consiste à acheter et à vendre dans une courte période de temps. Donc bien évidemment, le timing c'est un peu plus important. Donc l'investissement c'est vraiment une grosse photo et en fait de manière pondérée, le prix vous donne une bonne moyenne de prix. Donc en fait, bien évidemment, quand on parle de ça, c'est vrai que quand on fait ça sur une seule compagnie, une seule action, ça risque bien évidemment, votre risque est quand même assez élevé. Ça, c'est mon avis. Mais lorsque vous faites ça sur des indices majeurs, comme par exemple les indices aux États-Unis, déjà votre risque est diminué par, bien évidemment, la diversification sectorielle. Par exemple, pour le S&P 500, où on a quand même une certaine diversification sectorielle à l'intérieur du produit. Bon, si vous prenez le Nasdaq, il y a moins de diversification, plus que c'est pondéré à 60%, à plus de 60% au niveau technologique. Mais après, il faut savoir que le monde change. Les secteurs qui prennent de l'importance ne sont plus les mêmes qu'il y a bien évidemment 20 ans. Aujourd'hui, le secteur technologique est très important. Et comme nous rentrons dans une ère numérique, digitale, tout ce qui va être relié bien évidemment au secteur technologique va se développer encore plus. Donc c'est vrai que le Nasdaq commence à prendre une place encore plus importante. Donc voilà. Mais ce qu'on veut dire, on va pas trop sortir du sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins risqué en quelque sorte de investir dans un produit avec une certaine diversification à l'intérieur du produit que d'investir bien évidemment de manière systématique dans une seule action. Donc ça, bien évidemment, ça se calcule. Donc là, on va faire, par exemple, on va regarder ensemble au niveau, par exemple, au niveau des États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que, bien évidemment, il n'y a pas forcément de plan de retraite de la part des employeurs. C'est très rare, en quelque sorte, d'avoir un programme de retraite. Donc la majorité du temps, l'outil qui va être utilisé aux États-Unis, c'est vraiment l'outil de la bourse. C'est pour ça que, bien évidemment, aux États-Unis, c'est très important que les marchés montent. Donc c'est pour ça aussi qu'à travers chaque généralement gouvernement, c'est quelque chose qui reste quand même une thématique assez importante, en quelque sorte, la bourse. Parce que, bien évidemment, les retraites des Américains portent beaucoup dessus. Et justement, en fait, au niveau des Américains, ils ont ce qu'on appelle le 401K. En fait, c'est le programme d'épargne retraite qui est propre aux États-Unis. En fait, c'est un compte spécialisé pour programmer sa retraite en quelque sorte. Et justement, on va regarder en fait, parce que c'est comme ça qu'ils formulent leur retraite. Majoritairement, ils vont investir justement dans des indices. Ils peuvent faire de la diversification, comme faire à peu près, tout dépend votre profil. Mais généralement,
c'est vrai que quand on a une étude avec un conseiller en placement ou bien évidemment un gestionnaire, vous pouvez voir un gestionnaire de portefeuille par exemple, on va souvent analyser, faire une étude de votre profil, si vous êtes plutôt équilibré, agressif, conservateur, et on va déterminer suivant ce résultat-là comment on va départager le portefeuille de manière systématique. Donc, est-ce que on va, par exemple, on voit que vous êtes plutôt équilibré, donc 50% actions, 50% revenus fixes. Donc, on va de manière systématique investir dans des revenus fixes à 50% et 50% d'actions. Donc ça, c'est une première chose. En fait, c'est comme des définitions en quelque sorte de profil d'investisseur. Moi, à mon ancien job, c'est un peu ce qu'on avait. On devait faire de la location d'actifs par rapport justement au profil d'investisseur. Et ensuite, on faisait des investissements automatiques. Donc là, on n'était pas là à faire du market timing en train d'essayer de dire « Ah, ben tiens, le prix est bas. Ben tiens, le prix, ah non, il est trop haut. Ah, ben là, je sais pas. » Voilà. Donc là, en fait, il n'y avait pas forcément toutes ces questions qui tournaient autour. C'était vraiment plus systématique. Donc on revient au 401 et en fait justement quand ils ont déterminé ça, ils vont en fait, on va regarder le produit, comment ça se calcule. Alors on va regarder ça tout de suite sur l'ordinateur. Alors, donc là, je suis justement sur calculator.net pour le 401K. Donc, le 401K, c'est le nom qu'on donne au régime, en fait, au produit d'épargne, en quelque sorte, aux États-Unis pour la retraite. Et donc là, vous avez une plateforme pour calculer, je mettrai le lien dessous, parce que même pour calculer pour le régime de la retraite aux États-Unis ou même pour vous, sans forcément prendre en compte le régime de retraite, mais pour vous donner une petite idée, on va regarder ça bien évidemment juste après. Je vais juste avant vous montrer en fait graphiquement ce graphique. En fait, c'est un graphique posté par Mamie Bourse. Donc si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas bien évidemment à la suivre. Et nous, on va regarder ici, en fait, vous voyez, si vous mettez $100 tous les mois, que ce soit au haut, au bas ou à la clôture du marché, en fait, ça vous donne en fait High Investor, Low Investor ou Close Investor. Ça vous donne à peu près, vous voyez, la même performance. Donc, si vous faites ça de manière systématique, par exemple, à chaque mois $100 de manière systématique. Donc là, on est sur le S&P 500, bien évidemment. Que vous investissez en haut, en bas ou à la clôture, eh bien, ça vous donne en fait exactement la même performance. Et vous pouvez voir que effectivement, en mettant, bien évidemment, là, le graphique date de, ça a commencé, c'est comme si on commençait en 1980. Donc sur 40 ans, oui, bon là, on est passé effectivement de 0 à effectivement 700 000. Donc c'est vrai qu'en mettant $100 par mois, c'est pas beaucoup. On a presque atteint 1 million en quelque sorte, donc c'est quand même beaucoup. À ça, il faut quand même enlever aussi bien évidemment l'inflation, parce qu'à chaque année, nous avons quand même un pourcentage de 2% d'inflation. Donc c'est vrai que 700 000 en date de 2020 n'est pas le même 700 000 qu'en date de 1980. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, justement, on va regarder. Mais ça vous donne une petite idée, en fait, que ça soit en haut, en bas, peu importe le prix dans lequel vous investissez, effectivement, à terme, c'est quand même une belle opportunité. Et vous pouvez constater que, en fait, en quelque sorte, l'effet composé, des intérêts composés, en quelque sorte, vraiment explose. Le plus vous restez en position, le plus vous continuez justement cette stratégie de manière vraiment consistante, le plus l'effet composé est exponentiel. Dans les probabilités, bien évidemment, parce que il n'y a aucun risque zéro, mais dans les probabilités, c'est vrai que plus on reste en position, plus effectivement l'effet composé se multiplie. Donc ça, c'est une petite chose. L'autre petite chose qu'on peut regarder vite fait, vous voyez ici, j'ai tapé S&P 500 Annualized Return. Donc en fait, ça veut dire que en fait, le S&P 500 varie en moyenne depuis, par exemple, c'est un calcul qui a été fait depuis 1926 jusqu'à 2018. La moyenne approximative annuelle du S&P 500 est de 10%. Donc bien évidemment, on a eu plusieurs crashs entre 1926 et 2018. On n'a pas eu, ça n'a pas été ça n'a pas été constant, on va dire.
ni linéaire en quelque sorte, on a eu pas mal de variations, on a eu des crashs, on a eu des flash crashs, on a eu effectivement plusieurs corrections. Et en fait, de manière annualisée, de manière pondérée, de manière vraiment sur plusieurs années, la performance, quand on la divise sur plusieurs années, donc il y a des années ça va être 30%, il y a des années ça va être moins 50%, il y a des années ça va être plus 10%, il y a des années ça va être moins 5%, mais de manière pondérée et moyennée, la moyenne est de 10 à 11% pour le S&P 500. Donc c'est quand même un return qui est quand même assez correct. Donc là, bon, bien évidemment, il faut enlever l'inflation de tout ça. On sait qu'aux États-Unis, l'inflation est à peu près de 2%, mais ça aussi, ça dépend sur quoi est basée l'inflation, mais ce n'est pas toujours de 2% en temps réel. Donc voilà. Donc là, en fait, ce calculateur, ce qui est bien, c'est que vous voyez, quand vous descendez ici, vous pouvez rentrer déjà votre âge. Donc admettons que quelqu'un commence à 30 ans. Je vais juste... il gagne à peu près... il gagne à peu près 50 000 US. Bon, après, que ce soit US ou euro, on va dire que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Après, ça donnera le chiffre, ça donnera le même chiffre. Il faut le convertir si on veut en euros ou en dollars, ou tout simplement inverser le truc. Donc là, si on met, admettons, la personne met 50 000 dollars au niveau du salaire annuel. Donc en fait, combien en fait de pourcentage on va demander de ce 50 000 là. Donc admettons, on peut dire entre 5 et 10%, donc je vais y aller petit et je vais mettre 5%, ce qui nous revient à combien? Alors donc 5% c'est... 5%, oups, ça va pas marcher. 0,5. Donc c'est 2500. Donc admettons 2500 divisé par 12 parce que c'est au mois. Donc admettons, c'est comme si vous placez dans votre salaire 200 dollars sur, admettons, le S&P 500. On va prendre l'exemple du S&P 500. Donc l'indice majeur avec la diversification sectorielle comme je vous ai expliqué en début de la vidéo. Donc admettons, vous mettez 200 dollars par mois de manière systématique. Donc ça, ce qui revient à 5% en fait de votre salaire annuel. Donc là, c'est quand vous avez par exemple un employeur qui vous donne la moitié ou qui vous donne un certain pourcentage par rapport à ce que vous contribuez. Et admettons, bon, vous prenez la retraite à 60 ans, je ne sais pas, je mets un âge. Votre espérance en quelque sorte de vie à vers 85 ans. Ensuite, on va dire à peu près le return. Bon, pour le S&P 500, c'est entre 10 et 11%. On va dire, on va mettre 9%, on va mettre un petit peu moins, on va faire ça un peu gros. Et il faut comptabiliser en fait l'inflation annuelle. Donc l'inflation annuelle, on va dire qu'elle est de 2%, parce que normalement c'est l'inflation qui doit être contrôlée aux alentours du chiffre de 2% par la Fed. Donc on va mettre 2%. On va dire que l'augmentation de votre salaire va être de 2% aussi, à peu près l'équivalent. On va dire ça comme ça. Et là, en fait, quand on calcule, donc j'appuie sur calculer, donc là je reprends, à 30 ans, on gagne à partir de 30 ans 50 000 par année, on met 5% de son salaire, on prend la retraite à 60 ans, on simule en quelque sorte une augmentation du salaire de 2%, un retour annualisé de 9% sur le produit sur lequel on investit et bien évidemment l'inflation qui est de 2% par année. Donc là, je fais calculer. Donc là, cela veut dire que à 60 ans, je vais avoir 427 000 dans mon 401. Donc, en fait, là, c'est 427 000, mais c'est ce qui correspond aujourd'hui, en fait, parce que ça, c'est bien évidemment avec l'inflation. Aujourd'hui, ça correspond à si vous avez, par exemple, 236 000 dans votre régime retraite. Et en fait, comment après il faut voir les choses, c'est que en fait, si vous voulez justement à partir de 60 ans commencer à retirer mensuellement ce que vous avez placé à chaque mois, c'est-à-dire votre 200 dollars que vous avez placé à chaque mois, votre 5% en quelque sorte de votre salaire annuel, eh bien c'est comme si vous retirez à chaque mois, en fait, c'est comme si aujourd'hui vous retirez à peu près 2000 dollars par mois jusqu'à l'âge de 85 ans. Et à 85 ans, c'est comme si vous retirez en quelque sorte 1200 dollars aujourd'hui. Donc ça, bien évidemment, ça prend en compte vraiment l'inflation. Donc c'est ça que j'aime parce que bien évidemment,
1 million de dollars aujourd'hui ne vaut pas 1 million de dollars, le même 1 million de dollars dans 10 ans. Donc c'est pour ça l'inflation c'est quand même assez importante à prendre en considération. Donc en fait là c'est comme si en 30 ans vous avez mis donc 427 000 de côté, mais c'est comme si vous avez en fait 237 000 de pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc ce qui est l'équivalent à peu près de 2000 dollars aujourd'hui en pouvoir d'achat, que vous pouvez retirer tous les mois à partir de 60 ans, donc c'est quand même une belle retraite, en quelque sorte, ça dépend de votre niveau de vie aussi, ou de 1200 dollars à partir de 85 ans. Donc c'est pour ça que j'aime ça. Et vous pouvez constater qu'en fait, vous voyez ici, là c'est dans le camembert, vous pouvez constater que vous avez le self-contribution, donc qui est de 9%, donc ça c'est ce que vous avez contribué, et vous avez l'interest, donc 91% et des intérêts composés. Donc vous pouvez voir qu'en fait, le plus vous restez en position, en fait, le plus longtemps vous faites cette démarche, le plus en fait l'intérêt est en votre faveur. Donc admettons si par exemple je baisse ça à 50 ans ici, vous allez voir que le camembert ne va pas être le même. C'est-à-dire que vous voyez, là on passe à 12% de self-contribution et 88% d'intérêt. Là si je passe à 45 ans, c'est pareil. 45 ans, pouf, vous voyez, là on est à 14% de contribution et 86% d'intérêt. Et là si on passait à 65 ans, on peut faire ça aussi. Donc là, c'est 8%, on réduit ça à 8% et 92% d'intérêt. Et voyez, si par exemple, vous faites ça sur 35 ans, admettons, ben là, c'est comme si vous retirez aujourd'hui 3000 dollars en pouvoir d'achat, ce qui est vraiment bien, ou l'équivalent de 2000 dollars. Et ça, c'est vraiment genre, c'est ce que vraiment les Américains, ce qu'ils utilisent en quelque sorte, là, c'est un plan de retraite, c'est comme ça qu'ils planifient en quelque sorte une partie de leur retraite. Je ne dis pas c'est la seule chose, des fois il y a des programmes aussi avec les employeurs, mais c'est moins régulier qu'en France, en quelque sorte. En France, c'est systématique presque, le programme avec les employeurs, mais aux États-Unis, c'est pas systématique. Et par exemple, vous commencez à l'âge de, je ne sais pas, quand vous terminez l'école, à l'âge de 24 ans, si vous avez fait vraiment plusieurs études, et vous prenez la retraite à 60 ans, et vous commencez à faire ça, vous voyez 7% de self-contribution, intérêt, et là vous arrivez effectivement à 60 ans avec un pouvoir d'achat à 3000 dollars. Donc là vous avez cumulé 754 000 sur votre compte, ce qui est l'équivalent aujourd'hui en pouvoir d'achat de 369 000. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça un outil quand même assez intéressant. En dehors du pourcentage que vous mettez de votre salaire, ça peut être, je ne sais pas après si effectivement vous êtes à l'emploi, mais si vous êtes même auto-entrepreneur, quelque sorte, vous pouvez mettre un montant fixe de 200-300 dollars par mois et vous pouvez calculer ça en fait avec l'inflation annuelle, combien ça pourrait vous reporter dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans. Et je trouve ça que c'est un outil quand même assez intéressant justement pour... déjà d'une part diversifier sa façon de faire et aussi un petit peu avoir quelque chose un peu plus de soutenu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.